Et si l'histoire révélait que le vainqueur de Napoléon Bonaparte lui-même, lors de l'une de ces batailles, était un homme d'origine africaine, autrefois enchaîné par l'esclavage dont le nom avait été délibérément effacé des annales? Non, ce n'est pas une fiction. L'un des plus illustres stratèges de l'histoire européenne, que beaucoup considéraient comme un génie militaire, fut défait par celui que les manuels scolaires ont passé sous silence pendant des années. Connaissez-vous le nom de Toussaint de Louverture? Si ce n'est pas le cas, préparez-vous à découvrir une vérité qui bouleversera vos idées sur le pouvoir, la liberté, les préjugés raciaux et la résistance. Pendant longtemps, le récit des événements a été rédigé par des eurocentristes, désireux de maintenir une vision du monde qui leur était favorable. Dans ce tableau, il n'y avait pas de place pour un homme noir qui avait triomphé d'un empire entier. Il n'y avait pas de place pour un leader qui, né esclave, avait osé défier les forces les plus puissantes de son époque et en sortir victorieux. Il n'y avait pas de place pour le héros qui avait dirigé la seule révolution d'esclaves réussie dans l'histoire de l'humanité, la révolution haïtienne. Ceci n'est pas un simple retour sur l'histoire. C'est une protestation retentissante contre l'oubli, une plongée dans un chapitre interdit et ignoré de l'histoire. Napoléon Bonaparte, symbole d'invincibilité et conquérant impitoyable, empereur des Français, subit l'une de ses défaites les plus humiliantes face à ceux que ses partisans ne considéraient même pas comme des êtres humains. Au cœur de ce triomphe se tenait Toussaint de Louverture, un homme que l'élite européenne s'efforça d'effacer de la mémoire collective. Mais pourquoi cacher la vérité sur ces événements? Pourquoi ne nous a-t-on jamais parlé de cette armée d'hommes noirs libérés qui, non seulement ont résisté, mais ont aussi vaincu les troupes françaises, les chassant de leurs terres? Pourquoi le nom de l'ouverture a-t-il disparu des programmes scolaires, des livres et des commémorations? La réponse réside dans les motivations profondes d'un système qui a toujours craint la force de la vérité. Car le récit de ces événements aurait démontré que les Noirs ont toujours possédé la force, la pensée stratégique, l'intelligence et la foi nécessaires pour changer le cours de l'histoire. Êtes-vous prêts à plonger dans ce secret historique enfoui? Imaginez des cartes coloniales en flammes, des portraits de généraux français déchirés et en toile de fond, le son des tambours et des vents tropicaux portant la nouvelle de la Révolution. Ce récit vous révélera une autre facette de l'histoire, celle qui fut dissimulée dans les archives de la honte occidentale. À chaque instant, vous comprendrez pourquoi Toussaint fut comparé à Alexandre le Grand et à Jules César, et pourquoi, malgré cela, son nom fut voué à l'oubli. Vous découvrirez comment il inspira non seulement les habitants d'Haïti, mais aussi les mouvements de rébellion à travers le monde. Vous verrez comment il devint non seulement une menace militaire, mais aussi idéologique, car son existence même prouvait que la liberté n'est pas un don, mais une conquête. Et, peut-être le plus frappant, même aujourd'hui, certains tentent de minimiser sa victoire, l'expliquant par une épidémie de fièvre jaune ou d'autres facteurs secondaires, pourvu qu'ils n'aient pas à reconnaître l'évidence qu'un homme noir a dirigé, organisé et vaincu l'une des armées les plus puissantes du monde. Ce récit n'est pas une simple narration historique, c'est une rectification, c'est une accusation, c'est un appel à l'action. Dans les scènes suivantes, vous assisterez à la naissance de la première République noire libre du monde et comprendrez pourquoi cet événement fut un véritable cauchemar pour les empires coloniaux. Vous découvrirez des événements qui sembleront incroyables et expliqueront pourquoi ils ont terrifié les empires saïdes coloniaux. Le lecteur apprendra comment un homme né en esclavage est devenu un véritable cauchemar pour Napoléon lui-même. Les développements ultérieurs vous ouvriront les yeux sur le monde d'une manière inattendue. Une question légitime se pose. Comment un homme asservi, privé d'accès à la formation militaire européenne, au pouvoir politique et au soutien des grandes puissances, a-t-il pu non seulement résister, mais aussi humilier l'Empire français sous la direction de Napoléon Bonaparte? Pour comprendre cela, il est nécessaire de remonter plusieurs décennies en arrière, à l'époque des événements tumultueux de la fin du XVIIIe siècle, et de porter un regard attentif sur Saint-Domingue, une colonie qui servait alors de centre financier à la France et qui est aujourd'hui connue sous le nom d'Haïti.
Saint-Domingue n'était pas seulement une colonie pour la France, mais une véritable mine d'or déguisée en île. Les plantations de canne à sucre, de café et de coton généraient des profits colossaux, fournissant à l'économie européenne des produits précieux. Cependant, derrière cette splendeur et cette prospérité se cachait un prix cruel. Plus d'un demi-million d'Africains asservis. Ces personnes vivaient dans des conditions inhumaines, soumises à une exploitation impitoyable pour soutenir la vie luxueuse de l'élite coloniale blanche. Pire encore, les planteurs préféraient en souvent épuiser les esclaves jusqu'à la mort, puis en importer de nouveaux d'Afrique, plutôt que de leur assurer des conditions minimales de survie. Telle était la logique cruelle, inhumaine et perverse du système colonial. Pendant ce temps, des changements radicaux se produisaient en Europe. En 1789, la Révolution française éclata, proclamant les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Il est cependant important de noter que ces idéaux n'étaient pas destinés à tous. Ils s'adressaient exclusivement aux hommes blancs, propriétaires terriens et citoyens de la métropole. Les Africains asservis de Saint-Domingue, malgré leur rôle clé dans l'enrichissement de la France, étaient privés de ces droits. Cela créa une tension qui devint l'étincelle des événements à venir. C'est dans ce contexte que commence à résonner le nom qui, pendant de longues années, fut murmuré dans les cercles historiques. Toussaint de Louverture, né esclave vers 1743 à Saint-Domingue. Son enfance se déroula dans l'observation silencieuse. Il se distinguait des autres esclaves par son intelligence, sa discipline et une rare alphabétisation. Ayant reçu une éducation auprès de prêtres jésuites, il eut accès à des livres, y compris des ouvrages de philosophie et de stratégie militaire. La tradition rapporte qu'il étudia les écrits de Jules César et d'Alexandre le Grand, se plongea dans la Bible et vit dans les enseignements spirituels un appel à la libération. Sa foi n'était pas passive, mais servait de carburant à la lutte. Bien que Toussaint ait obtenu sa liberté avant le début de la Révolution, il ne resta pas inactif. Lorsque les premières révoltes d'esclaves éclatèrent en 1791, il observa un temps les événements depuis l'ombre. Cependant, son esprit stratégique et son sens de la justice le propulsèrent rapidement au rang de leader. Il semblait que le temps lui-même attendait ce moment pour révéler sa véritable destinée. Il n'était pas seulement un rebelle parmi d'autres, mais le génie derrière une révolution qui allait changer à jamais les principes du pouvoir colonial. Alors que les colons blancs se préparaient, comme à leur habitude, à réprimer les révoltes, pensant naïvement pouvoir maîtriser facilement les Africains insurgés, Toussaint de Louverture élaborait un système complexe de frappes tactiques, concluait des alliances politiques et créait des stratégies militaires absolument impensables pour ses adversaires. Il voyait la situation comme une partie d'échecs, définissant clairement le rôle de chaque joueur. Surtout, il comprenait que la force brute ne mènerait pas à la victoire et misait sur la ruse et l'ingéniosité. La tension montait dans la colonie, la panique s'emparait des colons français. La métropole, confrontée à des problèmes internes, tentait de garder le contrôle de la situation en envoyant des troupes et en émettant des décrets contradictoires. Parfois, ils promettaient de la liberté aux esclaves. Parfois, ils essayaient de restaurer l'ordre ancien, jouant un jeu sale, plein de contradictions et d'ambiguïtés. Pendant ce temps, Toussaint consolidait ses positions, devenant non seulement un leader, mais aussi un symbole de résistance, une menace réelle pour le pouvoir colonial. Lorsque Napoléon Bonaparte arriva au pouvoir en France en 1799, il fut outré par la situation dans la colonie la plus lucrative de son empire. Comment une révolte d'esclaves pouvait-elle menacer le projet impérial français? Comment des Africains pouvaient-ils diriger une île, créer leur propre armée, exiger le respect et négocier d'égal à égal avec des diplomates européens? La réaction de Napoléon fut immédiate et brutale. Il envoya à Saint-Domingue l'une des plus grandes expéditions militaires de l'histoire de France. Plus de 20 000 soldats sous le commandement de son beau-frère, le général Leclerc, dans le but de reprendre le contrôle de la colonie. Cependant, Napoléon ne comprenait pas ou refusait d'admettre que la force créée par Toussaint n'était pas seulement militaire, mais aussi symbolique, spirituelle et morale. C'était la force d'un peuple qui avait subi des siècles d'humiliation
et qui avait maintenant goûté à la résistance, à la dignité et à la liberté. L'Empire français considérait toujours les Africains comme des êtres inférieurs et pensait qu'une démonstration de force suffirait à les faire reculer. Mais il se trompait lourdement. La bataille à venir n'était pas un simple affrontement militaire, c'était une lutte pour le droit à leur propre histoire, à leur mémoire et à leur place dans celle-ci. C'est à ce moment précis que l'on comprend pourquoi cette histoire a été si longtemps passée sous silence, déformée et étouffée. Reconnaître qu'un homme noir, né esclave, avait pu vaincre l'une des armées les plus puissantes du monde était et reste extrêmement inconfortable pour les structures de pouvoir. Il était bien plus simple d'attribuer la défaite à la fièvre jaune ou à l'impréparation des Français face au climat tropical. Toute excuse semblait plus acceptable que la vérité. Mais désormais, la vérité sera racontée sans faille, sans censure et sans les distorsions qui ont si longtemps occulté cette page de l'histoire. Cette histoire doit être racontée pour que la vérité atteigne un plus grand nombre de personnes et éveille l'intérêt pour des événements qui ont été effacés de la mémoire pendant des siècles. Il est temps de regarder en face l'homme qui a changé le cours de l'histoire. Toussaint Louverture. Pas seulement un nom, pas seulement une figure historique, mais une âme forgée dans le feu de l'oppression, de l'injustice, d'une foi inébranlable et d'une soif de liberté. Toussaint est né vers 1743 dans la colonie de Saint-Domingue, dans les chaînes de l'esclavage. Comme beaucoup d'Africains arrachés à leur patrie, il était considéré comme une marchandise, un numéro, une chose. Mais dès son plus jeune âge, un esprit d'indomptabilité se manifestait en lui. Il observait, réfléchissait et attendait son heure. Tous autour de lui ne voyaient qu'un esclave, mais à l'intérieur, Toussaint était un stratège, tel un aigle tombé dans un poulailler, mais toujours tourné vers le ciel, attendant un vent favorable pour prendre son envol. Et quand ce vent souffla, il ne se contenta pas de s'envoler, il transperça les cieux de ses ailes, défiant tout ce qui était considéré comme impossible pour un homme noir à cette époque. À une époque où le monde était divisé par les préjugés raciaux et l'oppression coloniale sur l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, vivait un homme dont le nom est devenu un symbole d'espoir et de libération. Toussaint Louverture. Malgré sa vie de servitude, Toussaint eut accès à un trésor rarement accessible aux esclaves, l'éducation. Il apprit à lire et à écrire, parlait couramment le français et le créole, et se plongea dans des ouvrages classiques, religieux et politiques. Son esprit était vif, logique, capable d'une analyse profonde. Pour l'élite coloniale, cela représentait une menace latente. Un homme noir lettré, doté d'une pensée critique et d'une conscience spirituelle, était dangereux pour un système bâti sur l'ignorance et l'oppression. Mais ils sous-estimèrent trop longtemps le potentiel qui mûrissait parmi eux. Quand ils réalisèrent chaque leur erreur, il était déjà trop tard. Toussaint croyait en Dieu, mais pas en celui dont le nom était utilisé pour justifier l'esclavage depuis les chairs des églises coloniales. Son Dieu était un Dieu de libération, un Dieu de justice, un Dieu qui entendait les cris des opprimés et était prêt à venir en aide. Sa foi était vivante, active, révolutionnaire. Il lisait la Bible comme un guide d'action, trouvant dans les histoires de Heth, de Moïse, David et Josué le reflet de son propre destin. Il voyait dans les Africains asservis un nouveau peuple hébreu en captivité égyptienne et ressentait sa mission, les libérer du pouvoir du pharaon moderne, l'Empire français. Cependant, le chemin de Toussaint vers le leadership ne fut pas instantané. Il le construisit progressivement, s'appuyant sur une intelligence stratégique et une perspicacité politique. Lorsque la révolte des esclaves éclata en 1791, il n'était qu'un homme libre, respecté par quelques-uns, mais loin du rôle de grand chef. Mais son esprit travaillait déjà, analysant les erreurs des leaders rebelles, identifiant les faiblesses organisationnelles et les erreurs stratégiques. Progressivement, il commença à rassembler des hommes autour de lui, les guidant, les éduquant, et leur montrant que la victoire s'obtenait non seulement par la force brute, mais aussi par la tactique, la diplomatie et une foi inébranlable. Bientôt, le nom de Toussaint devint un murmure d'espoir, se répandant dans les camps des rebelles. Cote 24. Et c'était vrai. Il comprenait que pour vaincre l'Empire français, il faudrait plus que de la simple bravoure.
Il fallait forcer l'ennemi à respecter l'intelligence des insurgés, et c'est précisément ce qu'il commença à bâtir. Toussaint devint un autodidacte en stratégie militaire, étudiant les tactiques des armées européennes, analysant les batailles anciennes et adaptant les connaissances acquises à sa terre, à sa culture et à sa réalité. Il connaissait chaque recoin de Saint-Domingue, chaque vallée, chaque forêt, chaque sentier secret, et utilisait ces connaissances comme une arme. Ces hommes, dont beaucoup étaient d'anciens esclaves sans formation militaire, s'entraînaient avec une précision étonnante. Et cela fonctionnait. Les attaques devenaient précises, les victoires se multipliaient. L'armée coloniale commença à réaliser qu'elle n'était pas confrontée à une simple révolte, mais à un esprit brillant, en avance sur son temps. Mais Toussaint n'était pas seulement un soldat. Il était diplomate, stratège politique et leader spirituel. Il savait quand combattre et quand négocier. Il conclut des alliances avec les forces espagnoles, britanniques et françaises, jouant habilement le jeu politique. Il ne vendait pas ses principes, mais utilisait les accords comme un outil pour atteindre son objectif. Quand une alliance cessait d'être utile, il la rompait. Quand il fallait gagner du temps, il faisait des concessions. Mais son objectif restait inchangé. Assurer la liberté totale à son peuple, quoi qu'il en coûte. Et plus sa renommée grandissait, plus il suscitait l'inquiétude de l'élite coloniale. Les Blancs le haïssaient et le craignaient, mais de nombreux Noirs, mulâtres et même certains Blancs pauvres commencèrent à voir en Toussaint un messie, un libérateur, un envoyé du ciel. Et d'une certaine manière, il était tout cela. À une époque où les personnes noires n'étaient considérées que comme des marchandises, voir un noir commander des armées, signer des traités et vaincre des généraux européens était impensable, révolutionnaire, presque divin. Toussaint devint un symbole de résistance, d'intelligence noire, de foi inébranlable et de dignité. Et plus il remportait de victoires, plus on tentait de le faire taire. La propagande coloniale le dépeignait comme un traître, un extrémiste, une menace pour l'ordre. Mais rien ne pouvait l'arrêter, car dans son cœur vivait une certitude que personne ne pouvait lui ôter. Dieu était avec lui et sa mission n'était pas seulement militaire, mais aussi spirituelle. Il libérait non seulement les corps, mais aussi les esprits, et cela était plus dangereux que n'importe quelle arme. Avec chaque triomphe remporté par Toussaint de Louverture, un nouveau chapitre apparaissait dans les annales de l'histoire, un chapitre que beaucoup ont par la suite tenté de faire oublier. Cependant, il a résisté, parvenu jusqu'à nous, jusqu'à vous. Maintenant, en réalisant la grandeur de cette personnalité, il devient clair pourquoi son histoire fut si méticuleusement dissimulée. Elle représente un défi aux structures établies, remet en question les idées reçues et inspire les générations futures. La prise de conscience de l'importance de Toussaint Louverture ouvre les yeux sur le fait que la véritable histoire ne peut plus être effacée. La connaissance de sa force d'esprit, de son intelligence aiguisée et de sa foi inébranlable incite à une étude plus approfondie du moment qui a changé à jamais le cours des événements. Car il ne suffit pas de connaître un leader, il faut comprendre l'essence du mouvement né dans les flammes de la souffrance. Saint-Domingue, comme mentionné précédemment, était une colonie bâtie sur la sueur, les larmes et le sang des Africains. Le système qui y régnait se caractérisait par l'inhumanité, la cruauté et le sadisme. Les asservis vivaient dans des conditions où les châtiments étaient une monnaie courante, la mort fréquente et la vie n'avait aucune valeur. Mais aucun système d'oppression ne peut durer éternellement. Il y a toujours une limite, un point de non-retour. Et en 1791, ce point fut atteint. La révolte des esclaves ne fut pas spontanée. Elle était le résultat de siècles de douleurs accumulées, de prières prononcées dans les larmes, de rêves gardés secrets et d'un espoir cultivé autour de feux cachés lors de rituels qui avaient survécu malgré les chaînes. Le peuple africain, malgré les différences d'ethnie, de langues et de culture, trouva un langage commun dans la souffrance. Cette union spirituelle déboucha sur une révolte telle que le monde n'en avait jamais vue. Imaginez cette scène. D'un côté, les propriétaires de plantations, habitués à commander, punir et humilier. De l'autre,
des hommes et des femmes asservis, dépourvus d'uniformes et d'armes modernes, mais possédant un feu intérieur qu'aucune nation au monde ne pouvait éteindre. Et au centre de cette révolte, tel un chef d'orchestre de la justice, se tenait Toussaint Louverture. Il n'était pas l'initiateur de la révolte, mais il en devint l'âme organisatrice, lui donnant structure, direction et intelligence militaire. Si la révolte était un fleuve impétueux, Toussaint en créa les rives, en dirigea le cours, en élargit le lit. Quand les vents de la Révolution soufflèrent, il était prêt. La révolte commença par la prise de centaines d'usines à sucre, l'incendie des plantations et la libération des frères et sœurs enchaînés. Mais sous la direction de Toussaint, elle se transforma rapidement en une véritable armée populaire. Des hommes noirs, armés de ce qu'ils avaient en sous la main, entrèrent dans la bataille. Ils étaient poussés non seulement par la fureur, mais aussi par une tactique et une intelligence appliquées sur le champ de bataille. Toussaint organisait ses soldats en escouades, répartissait les troupes selon les capacités de chacun, entraînait, planifiait et anticipait les actions de l'ennemi. Il semblait être né pour cela. Alors que les généraux français comptaient sur la puissance de leur artillerie et la discipline européenne, ils pouvaient difficilement imaginer l'adversaire auquel ils étaient confrontés. Dans une lettre désespérée, un officier français avoua « Nous avons combattu un génie à la peau noire ». Cette phrase, mêlée d'étonnement et d'indignation, résonna dans les couloirs du pouvoir. Les Français n'étaient pas préparés à un tel tournant. Ils ne pouvaient pas croire qu'un homme noir, autodidacte sans formation militaire traditionnelle, ait pu écraser l'une des armées les mieux entraînées d'Europe. La France napoléonienne fut confrontée à un adversaire inattendu et puissant en la personne de Toussaint Louverture, dont les talents militaires et l'art diplomatique devinrent un véritable cauchemar pour les colonisateurs européens. Son génie résidait non seulement dans la conduite habile des opérations militaires, mais aussi dans sa capacité à unifier des groupes de population disparates, à conclure des alliances stratégiques et à négocier avec des puissances étrangères, tout en restant un leader inébranlable sur le champ de bataille. Toussaint combinait habilement la tactique militaire avec la diplomatie, établissant des contacts avec les Anglais, les Espagnols et même certains officiers français, qui, conscients du désespoir de la situation, cherchaient le dialogue. Alors que la communauté mondiale tentait de comprendre comment une colonie insignifiante était devenue l'épicentre de la résistance au colonialisme, Toussaint anticipait déjà les prochaines étapes. Il comprenait que pour une victoire finale, il ne suffisait pas de gagner des batailles, il fallait conquérir les cœurs et les esprits, affirmer sa propre vision de l'histoire. C'est pourquoi il accordait une attention particulière à la construction d'une image positive de son mouvement, en soulignant l'ordre, l'organisation et la noblesse des objectifs. Ce n'était pas seulement une révolte spontanée, mais une aspiration consciente d'un peuple à la liberté, fondée sur l'honneur, la foi et la justice. Le gouvernement français ne pouvait cependant pas accepter un tel tournant des événements, car il y avait bien plus en jeu que la simple perte d'une colonie rebelle. La notion même de suprématie raciale blanche était menacée. Si Saint-Domingue triomphait et que les Noirs étaient libérés, cela créerait un dangereux précédent pour d'autres colonies et peuples, les incitant à la révolte. Toussaint devait être arrêté à tout prix et la révolution réprimée, afin qu'elle ne devienne pas un symbole d'espoir pour les opprimés. Au moment où Napoléon consolidait son pouvoir en France, la situation à Saint-Domingue devenait de plus en plus critique. Les troupes françaises subissaient défaite après défaite, incapables de contenir l'avancée de l'armée de Toussaint. La peur s'emparait des colonisateurs, car ce n'était pas seulement une guerre pour le territoire, mais un choc d'idées, une bataille spirituelle entre l'ancien et le nouveau monde. Les esclaves s'étaient transformés en soldats, en généraux et en guerriers, priant avant les batailles, chantant des hymnes de liberté et marchant avec fierté. Toussaint était devenu l'incarnation vivante de ce que personne ne s'attendait à voir. Un peuple noir debout, fort, digne et victorieux. Les plantations, autrefois symboles de l'esclavage, s'étaient transformées en bases militaires et en forteresses de résistance. Le système colonial commençait à s'effondrer et ceux qui régnaient autrefois avec arrogance tremblaient désormais à chaque pas de l'armée rebelle.
Une question légitime se pose alors. Pourquoi cette page importante de l'histoire a-t-elle été livrée à l'oubli? Pourquoi les manuels scolaires mentionnent-ils si rarement les événements de Saint-Domingue? La réponse réside dans le fait que cette histoire recèle une vérité dérangeante qui détruit le mythe de l'infériorité des Noirs, mythe qui a soutenu pendant des siècles le système d'oppression. Elle témoigne que les Noirs ont toujours eu la force, la sagesse et le courage de changer le cours de l'histoire. À ce moment-là, la France ne pouvait plus ignorer la réalité. Saint-Domingue, autrefois une colonie florissante, était en proie aux flammes de la libération et l'ordre colonial s'effondrait sous ses yeux. Les propriétaires d'esclaves fuyaient dans la panique, beaucoup d'entre eux étant expulsés ou tués par les insurgés. L'élite blanche, habituée au pouvoir et à la richesse, se cachait désormais, terrifiée par le son des tambours, les stratégies victorieuses des anciens esclaves et le leadership inébranlable de Toussaint Louverture. En France, au cœur de l'Empire, Napoléon Bonaparte, dont le nom inspirait la terreur aux monarques et aux puissances, recevait des nouvelles alarmantes. Ce génie militaire, convaincu de pouvoir remodeler le monde selon son dessein impérial, ne pouvait accepter l'idée d'une défaite, d'autant plus face à une colonie africaine révoltée. Dans son esprit et celui de ses généraux, c'était une insulte inouïe. La couleur de peau même des leaders haïtiens défiait l'ordre établi par le monde eurocentrique au prix du sang et de l'arrogance. Napoléon considérait que laisser Saint-Domingue devenir une république noire équivalait à créer une menace mondiale. Une république dirigée par d'anciens esclaves serait un symbole dangereux pour toutes les colonies du monde. C'était un virus révolutionnaire, capable d'infecter d'autres territoires. Il fallait le réprimer immédiatement pour démontrer l'impitoyable détermination de l'Empire et l'inéluctabilité des conséquences pour ceux qui oseraient contester l'ordre colonial blanc. En 1801, Napoléon assembla l'une des plus grandes expéditions militaires outre-mer de l'histoire de France. Environ 20 000 soldats, incluant cavalerie, artillerie lourde et régiments aguerris, étaient prêts à traverser l'Atlantique. L'objectif était clair: reprendre Saint-Domingue à tout prix, capturer ou éliminer Toussaint Louverture, restaurer l'esclavage et rendre à la France le contrôle total de la colonie. À la tête de cette mission, Napoléon plaça l'un de ses hommes les plus fidèles, son beau-frère Charles Leclerc. Jeune, ambitieux et respecté, Leclerc était un général obéissant, formé à la stratégie classique et fervent partisan de la puissance militaire européenne. Mais il y avait un problème que ni lui, ni Napoléon, ni aucun des officiers à Paris ne comprenaient pleinement. Ils allaient en devoir affronter ce que l'on n'apprend pas dans les académies militaires traditionnelles: la combinaison de la foi, de la terre et de la mémoire. Saint-Domingue n'était pas l'Europe. C'étaient des jungles impénétrables, de hautes montagnes, une chaleur épuisante, des rivières perfides, des tempêtes tropicales imprévisibles et surtout un territoire où l'armée de Toussaint connaissait chaque sentier, chaque embuscade, chaque recoin du terrain. La tactique de guerre traditionnelle, si efficace sur les champs de bataille européens, était ici inutile. Et Toussaint l'avait compris dès le début. Il avait anticipé que la plus grande erreur de Napoléon serait une confiance excessive en sa force et une sous-estimation de l'esprit d'un peuple qu'il considérait inférieur. Lorsque les Français débarquèrent dans leurs uniformes impeccables, avec leurs drapeaux levés et leur air arrogant, ils s'attendaient à rencontrer un adversaire épuisé, désorganisé et mal armé. Au lieu de cela, ils furent confrontés à une résistance coordonnée, à des sabotages, à un réseau de renseignements couvrant chaque village et à une chaîne d'information fonctionnant comme un organisme unique. Toussaint ne livra pas de bataille ouverte. Il offrit aux Européens ce à quoi ils n'étaient absolument pas préparés: la guérilla. Imaginez cette scène: les soldats français, en colonne, marchant sur les sentiers forestiers denses. Ils sont silencieux, épuisés par la chaleur, désorientés par le terrain inconnu, les moustiques et l'humidité. Des sons étranges proviennent de toutes parts. Soudain, des coups de feu retentissent des hauteurs, des embuscades et des pièges astucieusement tendus les attendent. Les guerriers, tels des ombres, surgissent en des fourrés, attaquent et disparaissent. L'armée française, symbole d'ordre et d'efficacité à Paris, commençait à s'effondrer sous leurs yeux.
Le moral chutait chaque jour. La nourriture se raréfiait. Les maladies tropicales, en particulier la fièvre jaune et la dysenterie, se propageaient à une vitesse fulgurante. Il semblait que la nature elle-même était du côté de la Révolution. Il ne faut pas s'y tromper. Le triomphe sur Napoléon ne fut pas un hasard, un cadeau des éléments. Non, ce fut une stratégie méticuleusement élaborée par Toussaint Louverture. Il utilisa certes les conditions météorologiques à son avantage, mais ce n'était qu'un outil dans sa tactique magistralement construite. Il pensait en stratège, anticipait les mouvements de l'ennemi et exploitait habilement ses faiblesses. Il comprenait qu'une confrontation directe pourrait mener à la défaite, c'est pourquoi il opta pour une autre tactique, l'épuisement, la coupure des lignes d'approvisionnement, la sape du moral. La résistance devint son arme principale et c'est elle qui lui apporta la victoire, car le véritable champ de bataille n'était pas physique, mais psychologique. Les Français réalisèrent progressivement qu'ils étaient en train de perdre, qu'ils affrontaient un peuple qui se battait pour sa liberté, tandis qu'eux ne poursuivaient que des objectifs égoïstes. Même lorsque le général français envoyé pour mater la révolte commença à perdre confiance, ses rapports à Paris changèrent de ton. La certitude fit place aux plaintes et aux lamentations. Quote sans authentique. Et c'était la pure vérité. Les Haïtiens ne se battaient pas seulement pour leur terre, ils se battaient comme la terre elle-même. Toussaint Louverture, grâce à sa foi inébranlable, à ses tactiques affûtées, à sa diplomatie avisée et à sa profonde vision spirituelle, parvint à faire échouer l'une des campagnes les plus ambitieuses et les plus honteuses de l'histoire de l'Empire de Napoléon. Ce chapitre de l'histoire est rarement rendu public, car il contredit directement le mythe de l'invincibilité de l'armée française. Il brise l'idée que la liberté a été accordée aux Noirs et non conquise par eux. Non, la liberté a été gagnée par le sang, la sueur, la sagesse, la stratégie et une foi qui allait à l'encontre de la logique communément admise. Tandis que les troupes françaises tentaient vainement de contenir l'assaut de l'armée rebelle de Toussaint Louverture, l'Empire français commençait à prendre conscience d'une amère vérité. Il perdait non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les plans moral, stratégique et surtout spirituel. C'était une défaite à laquelle Napoléon n'était pas préparé, une défaite qui ne cadrait pas avec la mentalité des généraux européens de l'époque. Comment pouvait-il accepter qu'un empire doté d'une immense puissance militaire, de discipline et de prestige soit vaincu par des hommes que l'on considérait jusqu'à récemment comme des biens, des esclaves, invisibles et sans droit aux yeux des planteurs et des puissances coloniales? Cependant, les événements de Saint-Domingue ne furent pas seulement une défaite militaire. Ce fut une défaite existentielle car elle mit à nu une vérité cruelle. Les Noirs, lorsqu'ils sont organisés, sagement dirigés et animés par l'idée de liberté, sont invincibles. Ce fait porta un coup irréparable à l'orgueil européen. L'armée envoyée par Napoléon, forte d'environ 20 000 hommes, équipée d'armes modernes et dirigée par des stratèges expérimentés, non seulement ne parvint pas à réprimer la révolte, mais subit une défaite humiliante. Un à un, les plans élaborés à Paris s'effondrèrent sous l'assaut de l'intelligence de Toussaint Louverture. Et, comme il a déjà été dit, le champ de bataille choisi par les Haïtiens n'était pas la force brute, mais la guérilla, la mobilité et l'utilisation astucieuse des particularités géographiques. Chaque sentier de montagne devint un labyrinthe, chaque forêt un abri, chaque communauté un point d'appui de la résistance. Oui, l'épidémie de fièvre jaune porta un coup dévastateur aux troupes françaises. Des centaines, puis des milliers de soldats furent victimes de la maladie. Leclerc, le beau-frère de Napoléon lui-même, tomba également malade et finit par mourir. La mort frappa de nombreuses personnes, mais il est important de noter un point essentiel. La fièvre dévastatrice ne faisait pas de distinction de nationalité, frappant tout le monde sans exception. Cependant, les chefs militaires haïtiens firent preuve de clairvoyance, assurant la protection de leurs soldats, les adaptant aux conditions climatiques rigoureuses, leur apprenant à supporter la chaleur et à conserver leur force. Ce ne fut pas un simple coup de chance, mais le résultat d'une préparation sage et d'une planification stratégique. L'armée française, épuisée, souffrant de déshydratation et de désorientation, commença à perdre sa capacité de combat.
Le moral chutait, la peur paralysait les soldats, et la désertion devint monnaie courante. Les officiers survivants se rappelaient avec horreur n'avoir jamais été confrontés à une résistance aussi farouche et à une organisation aussi cohérente dans les possessions coloniales. Il semblait qu'ils se battaient en bile contre un ennemi insaisissable, surgissant de nulle part et disparaissant en un clin d'œil. Et tout cela, du début à la fin, faisait partie du plan génial de Toussaint. En ces temps difficiles, Toussaint, l'ouverture demeurait inébranlable. Ses qualités de leader inspiraient le respect général et son esprit vif suscitait de l'admiration même chez ses ennemis. Sa foi en la juste cause était indéfectible. Il comprenait que l'enjeu était bien plus que la simple conquête d'un territoire. Il s'agissait d'une libération spirituelle. Les Noirs aspiraient non seulement à la terre, mais aussi à la restauration de leur dignité. Ils se réappropriaient leur mémoire, le droit d'exister au-delà des chaînes de l'esclavage, au-delà des pages effacées de l'histoire. Les témoignages d'époque rapportent que les soldats français étaient stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Des villages entiers, organisés, préparés et unis par un objectif élevé. Ils s'attendaient au chaos, mais furent confrontés à une discipline de fer. Ils se préparaient à la sauvagerie, mais découvrirent l'humanité. Ils comptaient sur l'ignorance, mais virent une direction sage. Et voilà, l'incroyable se produisit. La mission échoua. L'armée de Napoléon fut vaincue par un peuple composé d'anciens esclaves, sans formation militaire, sans accès aux technologies modernes, sans le soutien des puissances mondiales. La seule arme de ce peuple était la foi, le courage et une stratégie géniale. Et il faut le souligner, ce fut le seul cas dans l'histoire où Napoléon subit une défaite face à une armée de soldats noirs. De toutes les campagnes militaires que l'empereur français a personnellement dirigées ou ordonnées, c'est la campagne de Saint-Domingue qui devint la tâche la plus honteuse de sa réputation, celle qui révéla le plus douloureusement sa vulnérabilité. C'est cette campagne qui pulvérisa l'illusion séculaire de la supériorité de la race blanche. C'est pourquoi cette histoire a été passée sous silence, déformée et dissimulée. Admettre cette défaite ne signifiait pas seulement raconter le déroulement d'une campagne militaire, mais aussi reconnaître que toutes les affirmations sur l'infériorité des Noirs n'étaient qu'un mensonge commode. Et ici, il faut le dire clairement, Toussaint Louverture et son peuple ont eux-mêmes réécrit leur destin. Ils n'ont pas attendu la grâce de la loi, n'ont pas mendié de concessions et n'ont pas imploré la pitié. Ils ont défié le plus grand empire de l'époque et ont triomphé. Ils ont enseigné au monde que la liberté n'est pas un don, mais un droit inaliénable, conquis par le sang et la sagesse. Cette victoire eut un retentissement immédiat et profond. Les journaux européens rapportaient avec honte la tragique défaite. Certaines publications tentaient de dissimuler la vérité, attribuant tout aux maladies tropicales pour minimiser la signification du triomphe haïtien. Mais la vérité avait déjà filtré. D'autres peuples asservis reprirent espoir, inspirés par l'exemple d'Haïti. Les mouvements de résistance commencèrent à prendre de l'ampleur. La révolution haïtienne devint un symbole, un appel à la lutte, un exemple éclatant à suivre. Et Toussaint Louverture devint une légende vivante, vénérée par son peuple, inspirant la peur à ses ennemis et suscitant le respect même chez ses adversaires, qui, bien que réticents, reconnaissaient son génie. La France, humiliée par la défaite, cherchait fiévreusement une issue à la situation. L'idée d'une élimination physique du leader haïtien commença à prendre des contours concrets. Les événements futurs montreraient les mesures ignobles que l'Empire était prêt à prendre pour tenter d'éteindre la lumière de la liberté conquise avec honneur. Mais l'histoire de la trahison, de l'exil et de la mort de martyrs de Toussaint sera examinée plus tard. Le triomphe était complet. L'Empire français, jusque-là inébranlable, était démoralisé. Les troupes de Napoléon avaient subi une défaite écrasante face à un peuple qui, la veille encore, était en esclavage, soumis à des traitements cruels et privé de tout droit. Toussaint Louverture
doté d'une pensée stratégique exceptionnelle et d'une foi inébranlable, devint l'incarnation de la résistance noire dans l'histoire moderne. Cependant, telle une flamme vive, son succès fut perçu comme une menace, non seulement militaire mais aussi idéologique. Toussaint avait clairement démontré au monde que la liberté ne se mendie pas, mais qu'elle se conquiert et se construit de ses propres mains. Une telle approche était inacceptable pour ceux qui détenaient le pouvoir. Malgré les victoires remportées, Toussaint ne perdait pas espoir d'un dialogue pacifique. Il rêvait d'une paix durable entre Saint-Domingue et la France, fondée sur le respect mutuel de l'indépendance de l'île et la reconnaissance des droits acquis au prix du sang des Noirs. Toussaint n'était pas obsédé par la vengeance. Il aspirait à la stabilité et à la prospérité de son peuple, souhaitant les voir cultiver paisiblement la terre qui avait été autrefois un symbole de souffrance et qui était désormais un symbole de liberté. Mais Napoléon avait d'autres plans. Il ne pouvait accepter ce qui s'était passé, le considérant comme une insulte personnelle. La défaite d'un empire blanc face à un leader noir devint une blessure inguérissable pour son orgueil. Napoléon ne l'aurait jamais admis publiquement, mais il comprenait que Toussaint, tant qu'il restait libre, était le témoignage vivant de l'échec de sa politique coloniale. C'est alors que la stratégie la plus ignoble fut mise en œuvre. Incapables de remporter la victoire sur le champ de bataille, ils décidèrent de le trahir, en utilisant la plume, le papier et de fausses promesses. Napoléon et ses acolytes commencèrent à ourdir une intrigue politique. Connaissant les espoirs de Toussaint pour une solution diplomatique, ils le submergèrent de messages, d'invitations à des négociations et d'assurances de réconciliation. Ils promettaient de respecter l'autonomie de l'île, de soutenir l'abolition de l'esclavage et d'établir une paix durable. Toussaint, malgré sa prudence naturelle, décida de leur donner une chance. Il accepta d'engager le dialogue, croyant une fois de plus à la possibilité de parvenir à un accord avec les politiciens européens. Et c'est alors que tout s'effondra. En 1892, lors de l'une de ces rencontres pacifiques, Toussaint Louverture fut traîtreusement arrêté par les troupes françaises, sans procès ni jugement. Il fut arraché à sa terre natale et envoyé de force par bateau en France. L'homme qui avait libéré un peuple, vaincu un empire et inspiré les combattants de la liberté du monde entier, fut transformé en criminel. Non pas pour ses actes, mais pour ce qu'il représentait, un symbole de la liberté des Noirs qu'il fallait anéantir. Il fut emprisonné au fort de Joux, une prison lugubre et isolée dans les Alpes françaises, dans un lieu radicalement différent des forêts tropicales où il avait régné. Les conditions rigoureuses, le froid et la solitude étaient destinés à briser son corps, son esprit et son âme. Toussaint fut placé dans une cellule minuscule sans fenêtre, recevant une maigre subsistance et une surveillance constante. Ils tentèrent de le briser par le silence et de le tuer par l'indifférence, mais son esprit se révéla plus fort que n'importe quel mur de pierre. Dans les dures conditions de sa captivité, entre les murs de cette sombre prison, Toussaint ne perdit pas sa présence d'esprit. Il savait que son emprisonnement faisait partie d'une grande lutte, que son absence se ferait sentir et que sa mémoire ne pouvait être enfermée. Il était déjà entré dans l'histoire. Et c'est dans le silence de sa cellule, malade et affaibli, loin de sa terre natale, qu'il prononça la phrase devenue symbole de la résistance noire. En coupant l'arbre, ils ont oublié que la racine est vivante. Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un rappel qu'aucune prison ne peut retenir un idéal, qu'aucune trahison ne peut détruire un rêve commun. L'idée, née dans le cœur des gens, se propage, prend racine, fleurit chez d'autres personnes, dans d'autres voies, dans d'autres tranchées. Toussaint Louverture s'éteignit le 7 avril 1893 dans la solitude la plus totale, sans savoir que quelques mois plus tard, son peuple, éduqué, fortifié et guidé par lui, obtiendrait l'indépendance d'Haïti. Il ne vit pas la naissance de la première république noire libre au monde, un événement sans précédent fondé sur le sang, la foi et la résistance des descendants d'Afrique. Il quitta ce monde sans voir le triomphe, mais le pressentant, car sa lutte n'était pas pour la gloire personnelle, mais servait une cause éternelle. Toussaint Louverture devint un martyr,
une graine semée dans le terreau fertile de la résistance, une flamme que même l'obscurité de la trahison n'a pu éteindre. Sa mort n'effaça pas son héritage, elle le multiplia. Enterré en silence, il ressuscita dans chaque battement de tambour, dans chaque chant de protestation, dans chaque voix refusant d'oublier. L'arrestation de Toussaint révéla au monde le vrai visage de l'Empire, préférant la trahison et l'assassinat des leaders à la reconnaissance du droit des Noirs à la liberté. Il ne faut pas se taire à ce sujet, il faut le raconter et s'en souvenir. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, nous rompons le silence, ouvrons les portes de la mémoire, présentant au monde le nom d'un homme digne de figurer sur les couvertures de livres, dans des statues, sur des places, dans des hymnes de liberté partout dans le monde. Mais il n'y est pas, car même aujourd'hui, la victoire de Toussaint suscite l'inquiétude, son esprit brillant, sa foi, son leadership, sa fin tragique. Tout cela ne laisse personne indifférent. Mais maintenant, il nous revient par notre attention, nos réflexions, notre conscience. Si cette histoire a trouvé un écho dans votre cœur, que les mots « Côte de l'Ichiset » ou « Arche côte de Sejavavavit » aident à diffuser cette vérité. Toussaint de l'Ouverture quitta ce monde, mais son esprit planait sur l'île, tel un vent ancien. Son corps reposait dans les glaces des Alpes françaises, mais son âme vivait dans la chaleur des montagnes de Saint-Domingue, résonnant dans les voix des combattants. Sa mort ne fut pas une fin, mais renforça la détermination de ceux qui avaient survécu à la cruauté française. La flamme qu'il avait allumée brûlait plus vive, plus indomptable, plus insistante, et à l'horizon apparut le successeur de sa mission sacrée. Jean-Jacques Dessalines, qui avait combattu côte à côte avec Toussaint, connaissant l'art de la guerre, portant les cicatrices de l'esclavage et le feu de la liberté dans son cœur, décida de mener à bien ce qui avait été commencé. À l'inverse de Toussaint, qui espérait encore des accords et une coexistence pacifique avec les Français, Dessalines avait compris que le temps des négociations était révolu. Il avait été témoin de la trahison de la France envers le chef de la Révolution et savait que toute proposition de paix de Napoléon n'était qu'une ruse pour affaiblir la résistance. En éliminant Toussaint, Napoléon comptait restaurer rapidement le contrôle de la colonie, mais il sous-estima une fois de plus la force d'un peuple éduqué par Toussaint. Ce peuple était bien organisé, armé, entraîné à la tactique et à la discipline. Mais surtout, il était animé par une foi inébranlable en la justesse de sa cause, une qualité rare même parmi les armées professionnelles. Ils défendaient leurs terres, leurs familles, leurs traditions et la mémoire de leur passé, se battant pour leur dignité. Dans ce contexte imprégné de batailles, de sang, de résistance acharnée et d'une soif insatiable de liberté, l'impensable se produisit. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclama l'indépendance de Saint-Domingue, changeant à jamais le cours de l'histoire mondiale. Ainsi naquit Haïti, la première république libre du monde fondée par des Noirs. Pour la première fois dans l'histoire, un peuple asservi non seulement se libérait, mais remportait aussi une victoire militaire sur une puissance européenne, chassant les colonisateurs et créant un nouvel État. Cet événement sans précédent devint un symbole de libération, conquis par le sang et la bravoure. Haïti surgit comme un reproche vivant au monde colonial, une réponse à des siècles d'oppression, plongeant le monde dans le choc et la perplexité. Les gouvernements européens étaient alarmés. Aux États-Unis, où l'esclavage était une institution bien ancrée, les journaux mettaient en garde contre la possibilité d'une propagation de l'exemple haïtien parmi les Américains asservis. La révolution haïtienne devint une menace morale, politique et symbolique. Haïti dut payer un prix élevé pour sa liberté, confrontée à l'isolement, au sabotage et aux sanctions. La France exigea des réparations exorbitantes et le monde blanc tenta d'ignorer ce qui s'était passé. Mais le fait demeure. Haïti devint un phare d'espoir pour tous les peuples aspirant à la liberté, une terre où l'impossible devint réalité grâce au courage et au sang de son peuple. Et cette histoire, malgré les tentatives de la faire taire, continue de vivre. L'indépendance d'Haïti ne fut pas seulement un acte politique, ce fut une libération spirituelle. Une libération des ancêtres et la restitution de la dignité à ceux qui, pendant des siècles, n'avaient été considérés que comme des biens. Ce fut une percée à travers le voile du silence, dont l'écho résonne encore dans les cœurs.
Les leaders et les penseurs du monde entier, dans chaque mouvement pour les droits des Noirs, dans chaque voix réclamant la justice, dans chaque mémoire refusant d'oublier le passé, ont puisé leur inspiration dans l'exemple d'Haïti. Les mouvements abolitionnistes reçurent un nouvel élan et la lutte pour les droits civiques sur différents continents vit dans la révolution haïtienne la confirmation que la résistance a un sens, que l'impossible peut être surmonté, que les empires ne sont pas éternels et que les Noirs ne seront jamais vaincus tant qu'ils resteront tenaces, conscients et unis. Jean-Jacques Dessalines, compagnon de Toussaint Louverture, porte à lui aussi le fardeau du leadership et des contradictions internes. Gérer une nation à peine née, forgée dans le feu de la guerre et cernée par un blocus économique et diplomatique des grandes puissances était une tâche colossale. Pourtant, son nom, comme celui de Toussaint, est à jamais inscrit dans les annales de l'histoire. Ensemble, ils incarnent les deux facettes d'une même liberté, le stratège qui a tracé un chemin sage et le guerrier qui a consolidé le triomphe par sa bravoure. Le plus frappant est que même après tout cela, Haïti n'a pas reçu la reconnaissance méritée. Au lieu de servir d'exemple de grandeur d'âme, elle a été marginalisée par la communauté mondiale. Au lieu que son expérience soit étudiée comme un modèle de résistance, on a préféré la taire. Le racisme structurel qui imprègne le système mondial a tout mis en œuvre pour présenter Haïti comme une misérable caricature de pauvreté, alors qu'elle devrait être honorée comme le berceau de la liberté africaine moderne. Ce récit est absent des manuels scolaires. On l'entend rarement dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, il prend d'une nouvelle vie, car nous ne pouvons plus tolérer son oubli. Nous ne pouvons plus permettre que le plus grand exploit de libération d'un peuple soit considéré comme une simple note de bas de page de l'histoire. Et ceux qui sont parvenus à ces lignes deviennent partie prenante de cette rédemption historique, partie du processus de restauration de la justice. Si cette histoire a touché votre cœur, y éveillant un écho, des phrases qui a comme c'est dit que je dit. Kondat c'est de dit que wa itna or de la qui ou so et ça dans souvent la chose la neige qui exprime une position politique, spirituelle et morale profonde, contribuant à la diffusion de la vérité. L'histoire d'Haïti devrait résonner dans chaque classe du monde, dans chaque musée dédié à la liberté, sur chaque monument érigé en l'honneur de la résistance. Le nom de Toussaint Louverture devrait être gravé aux côtés des plus grands héros de l'humanité, et Dessalines devrait être vénéré comme un libérateur d'envergure planétaire. Mais que voyons-nous à la place? Le silence, l'oubli, l'exclusion. Comme si tout ce qui s'était passé sur cette terre noire et sacrée n'était qu'une simple coïncidence historique, un épisode isolé, une remarque insignifiante. Mais il n'en est rien, et il n'en sera jamais rien. Cet effacement n'était pas une coïncidence. Ce fut un projet délibéré, un silence minutieusement planifié, méthodiquement exécuté sous l'influence de la peur. De la peur, précisément. La révolution haïtienne a semé la panique dans les couloirs du pouvoir en Europe et aux États-Unis. Imaginez, un peuple d'ascendance africaine qui a écrasé l'armée de Napoléon lui-même et proclamé son indépendance. Ce n'était pas une simple anomalie, mais une menace, une blessure béante dans l'idéologie de la suprématie blanche, une profonde fissure dans la conviction que les Africains n'existent que pour servir, obéir et se taire. L'Europe ne pouvait admettre que son système colonial ait été contesté et vaincu par ceux qu'elle avait opprimés pendant des siècles. Et les États-Unis, où des millions d'Africains étaient encore en esclavage, ne pouvaient permettre que l'histoire haïtienne se propage et provoque une révolte sur le sol américain. C'était une question de survie idéologique. Par conséquent, les pays qui se sont toujours positionnés comme les défenseurs de la liberté et de la démocratie ont simplement effacé Haïti de leur mémoire. Cela ressemblait à un livre que les puissances dominantes avaient décidé d'arracher de la bibliothèque mondiale. Un livre trop dangereux à lire, un livre qui prouvait que les personnes asservies étaient incapables de penser, de diriger, de combattre et de vaincre. Un livre qui remettait en question l'ordre établi, brisant les rangs ordonnés de l'histoire officielle.
Et retirer ce livre ne signifiait pas seulement cacher des faits historiques, mais aussi empêcher les nouvelles générations d'y puiser l'inspiration. Comprenez-vous qu'il ne s'agit pas d'une simple omission, mais d'une suppression active de la vérité historique. Après sa défaite militaire écrasante, la France imposa à Haïti une indemnité exorbitante, exigeant un paiement au prix du sang et de l'appauvrissement. Ce fardeau plongea le jeune État dans un endettement perpétuel, sapant son économie et condamnant sa population à la misère. Cet acte ne fut pas seulement une vengeance, mais aussi une punition symbolique pour l'aspiration à la liberté. Les États-Unis, de leur côté, ne reconnurent l'indépendance d'Haïti que 6 décennies plus tard, et ce avec appréhension et méfiance, craignant que l'exemple haïtien n'inspire des révoltes parmi les Afro-Américains. Haïti devint un miroir inconfortable, reflétant l'hypocrisie de l'Occident. Mais comment l'exploit d'Haïti a-t-il pu être livré à l'oubli? Par les livres, les médias et le système éducatif. Combien de fois la révolution haïtienne a-t-elle été évoquée dans les écoles? Combien de fois le nom de Toussaint Louverture a-t-il été mentionné dans les manuels d'histoire? Combien de films hollywoodiens ont raconté cette saga épique? Combien de documentaires ont mis en lumière la seule révolution d'esclaves, réussie de l'histoire? L'oubli est une forme de violence, de domination qui agit sur l'esprit, le temps et la mémoire. Celui qui contrôle le récit contrôle la vérité. Si la vérité sur Haïti était racontée dans toute sa puissance, le monde serait contraint de revoir ses fondements, de reconnaître de nouveaux héros, d'entendre les voix des victimes, d'enlever certains monuments et d'en ériger d'autres, de réécrire les livres. C'est pourquoi ils ont tenté d'effacer la mémoire d'Haïti, de déformer son histoire, de ridiculiser le pays tout au long du XXe siècle, le présentant comme un synonyme de pauvreté, d'instabilité et de chaos. Ils ont eu que cette pauvreté était une conséquence directe des sanctions économiques imposées par les puissances occidentales. Ils ont ignoré le fait que le chaos était provoqué de l'extérieur pour réprimer une expérience qui, aujourd'hui encore, est un appel inspirant à une liberté radicale. Haïti, comme condamné, paie le prix de son audace. Mais cette audace, ce courage, cette lumière vivent dans les rythmes des tambours, dans les chants, dans les yeux de ceux qui n'ont pas cédé au silence. Elle vit en chaque personne d'ascendance africaine qui redécouvre ses racines, en chaque enseignant qui dit la vérité, en chaque voix qui s'élève pour dire « Pas ». L'histoire n'est pas une archive statique, elle est vivante, elle pulse, elle revient, elle se réunit. Et maintenant, en ce moment même, chaque auditeur, chaque personne qui absorbe et réfléchit participe à un acte de résistance, brisant le cercle de l'oubli. Imaginez si cette histoire touchait des millions, si chaque jeune noir au Brésil, en Afrique et aux États-Unis savait dès l'enfance qu'un peuple autrefois asservi s'était soulevé, avait défié un puissant empire et avait vaincu. Imaginez si les manuels d'histoire racontaient la vérité, si les héros cessaient d'être exclusivement des Européens aux perruques blanches et prenaient une peau noire, des cicatrices et des yeux pleins d'espoir. L'avenir est plein de perspectives prometteuses. Cet avenir naît de modestes commencements. Une histoire écoutée attentivement, un moment de réflexion, une prise de conscience acquise et un nom sauvé. Toussaint Louverture, un nom qui résonne encore, qui inquiète et qui continue d'appeler même dans le silence. Si le lecteur est arrivé à ce point, il participe déjà au processus de restauration de la mémoire. Des phrases que tu écrites à dire comme Contact qui compte ma belle que je te sont l'incarnation de la résistance, des graines qui protègent de l'oubli. Malgré des siècles de tentatives pour faire sombrer dans l'oubli,
la révolution haïtienne et l'effacement systématique du nom de Toussaint de Louverture, son héritage est vivant. Il vit parce que le véritable héritage n'est pas seulement gravé sur les pages des livres, mais aussi dans le cœur des gens. Les personnes noires, où qu'elles se trouvent, portent en elles cet héritage invisible mais inaltérable. Le sang de Toussaint coule comme dans les veines de chaque jeune noir rêvant de liberté. L'esprit de Toussaint se manifeste chaque fois que quelqu'un, même sans connaître son nom, refuse de plier sous l'oppression. Toussaint de Louverture n'était pas seulement un chef militaire, il était un symbole, un signe de la présence divine dans l'histoire, une personnalité exceptionnelle qui a osé se lever quand le monde exigeait de rester à genoux. Il est né esclave, privé d'héritage, de pouvoir et de titres. Pourtant, en lui résidait une puissante force ancestrale que nulle chaîne ne pouvait entraver. C'est ici que la dimension spirituelle de l'histoire résonne le plus clairement. En observant le parcours de cet homme, on ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose de plus grand guidait ses pas, quelque chose qui dépassait la stratégie militaire et la politique. Toussaint était mû par une foi inébranlable, une conviction profonde que sa mission n'était pas seulement de libérer les corps, mais de restaurer les destinées. Il croyait que son peuple méritait de vivre dans la dignité, et il a vécu comme si cela était déjà une réalité, même quand tout autour de lui disait le contraire. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples similaires. Joseph, vendu par ses frères, devient gouverneur de l'Égypte. Moïse, un exilé bègue, libère tout un peuple. David, le plus jeune des frères, vainc le géant. Le ciel semble prendre plaisir à humilier les puissances de ce monde par ceux de qui ils ne s'y attendent pas. Toussaint, s'étant levé avec le courage de 1000 armées, a incarné ce principe éternel. Dieu utilise les improbables pour confondre les puissants. C'est là la force de la négritude. Quand elle prend conscience d'elle-même, quand elle comprend qu'elle n'est pas née dans les chaînes, que son origine n'est pas source de honte mais de fierté. Haïti n'est pas seulement devenu le théâtre d'une révolution, mais une terre où la spiritualité africaine, la résistance physique et la foi chrétienne se sont fondues pour créer quelque chose de nouveau, de sacré et d'impossible devenu réalité. Avec le temps, le nom de Toussaint Louverture retrouve une résonance dans les discours audacieux et les mouvements qui cherchent à préserver la mémoire du passé. C'est naturel, car le monde moderne commence progressivement à se regarder dans le miroir de son histoire. Et dans ce reflet, la figure de Toussaint apparaît comme un symbole éclatant de résistance. Il nous rappelle que la liberté exige la lutte, la justice est impossible sans mémoire et la rédemption est impensable sans la vérité. Cependant, l'héritage de Toussaint ne doit pas rester qu'un souvenir. Il doit être incarné, manifesté dans les actes quotidiens, dans les petits gestes de désobéissance, dans la volonté de ne pas se taire. Cet héritage doit être transmis de génération en génération comme un trésor spirituel, comme un guide invisible, comme un feu inextinguible. Tant qu'il y aura inégalité, racisme, silence et oubli, l'esprit révolutionnaire de Toussaint doit vivre en chacun de nous. Cet héritage est universel et ne connaît pas de frontières géographiques. Il atteint les bidonvilles du Brésil, les ghettos des États-Unis, les périphéries de l'Afrique, les confins de la diaspora. Il s'adresse à tous ceux qui ont été marginalisés, déshumanisés et rejetés en marge de la vie. Il affirme. Quoi? C'est-à-dire, cet héritage nous impose aussi une responsabilité. Connaissant cette histoire et ayant accès à cette mémoire, nous ne pouvons pas simplement continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Nous devons devenir des ponts, des voix, des messagers. La question se pose, combien d'autres héros ont été oubliés pour leur quête de liberté? Toussaint n'est qu'un parmi tant d'autres. Combien d'autres ont lutté, résisté et disparu des pages de l'histoire parce qu'ils ont osé briser les chaînes, défier l'ordre établi et retrouver leur dignité humaine? Combien de noms nous ont été volés? Combien d'histoires sont enterrées sous le poids de la honte coloniale? Combien de victoires non racontées pourraient inspirer de nouvelles générations à lutter aujourd'hui?
Cette question n'est pas un simple artifice rhétorique, mais un appel à l'action. Si vous avez ressenti un écho dans votre cœur, si cette vérité vous a touché, transformez ce sentiment en action. Les mots « Je suis l'héritier de cet héritage » ou la question « Combien de héros ont été oubliés ?» Souvenons-nous d'eux. Aideront à raviver la mémoire. C'est grâce à vos voix que le nom de Toussaint de l'Ouverture continuera de résonner. Exprimez votre soutien et montrez que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, que vous faites partie du mouvement de renaissance de la mémoire. Nous examinerons plus loin comment la spiritualité et l'héritage de la diaspora africaine continuent de vivre malgré tout. Maintenant, nous allons plonger dans une autre dimension de l'héritage de Toussaint, sa signification pour notre présence spirituelle et les leçons qu'il nous enseigne pour notre avenir collectif. Nous nous sommes déjà rencontrés et le feu de la liberté continue de brûler. Le temps a passé, les empires se sont succédés, les drapeaux ont changé, les couronnes sont tombées, les livres se sont multipliés. Mais il y a quelque chose que ni les siècles, ni les guerres, ni les peuples n'ont pu détruire. L'héritage de Toussaint de l'Ouverture. Le nom de Toussaint de l'Ouverture est immortalisé non seulement dans les monuments, mais aussi dans les blessures sanglantes de l'histoire. Son esprit plane non seulement parmi les statues brisées, mais aussi dans l'aspiration indomptable d'un peuple à la liberté, qui encore aujourd'hui refuse de baisser la tête. Le phénomène Toussaint n'est pas un simple souvenir du passé, c'est une force vive qui détermine le présent. Et cette force continue de résonner dans le cœur des gens en Haïti et au-delà, unissant les continents, les destins et les esprits. Car l'héritage de Toussaint est avant tout spirituel, preuve que le Tout-Puissant élève ceux que le monde considère comme insignifiants et humilie ceux qui se glorifient. Il utilise ceux que la société rejette, sous-estime et prive de voix. Toussaint, esclave noir, sans éducation dans sa jeunesse, possédait une sagesse digne des rois. Il est né dans un système qui niait sa dignité humaine, mais a osé devenir un instrument de la volonté divine. Son parcours rappelle une vérité immuable. Aucune position sociale ne peut empêcher l'appel de Dieu. Il n'avait pas besoin de la reconnaissance de la société pour réécrire l'histoire. Il n'avait pas besoin de palais, de titres ou de couronne. Il n'avait besoin que de la foi. Et quand il a cru, les cieux se sont mis en mouvement. La stratégie qui lui a permis de vaincre Napoléon, il l'a apprise tout au long de sa vie, dans la souffrance, dans le travail de la terre, en écoutant sa voix intérieure. C'était une connaissance transmise de génération en génération, forgée dans la cruauté, les prières et la résistance. Une connaissance qui n'est pas enseignée dans les académies, mais qui est révélée à l'esprit. C'est pourquoi son héritage est si inconfortable, car il est l'incarnation vivante de l'impossible. Et l'impossible, incarné dans l'image d'un homme noir, blesse l'amour-propre de ceux qui ont construit le monde sur des principes d'exclusion. Toussaint a prouvé que la force ne réside pas seulement dans les armes ou les intrigues politiques. Elle réside dans la foi, dans une vision claire de l'objectif et dans le courage. Et c'est ce qui est impossible à effacer de la mémoire. Aujourd'hui, Haïti traverse encore des moments difficiles. C'est un pays qui souffre de la pauvreté, de l'exploitation et de l'ingérence étrangère. Mais Haïti est aussi une terre sacrée. C'est le berceau de la liberté noire moderne. C'est un autel où le sang versé est devenu la semence de la croissance de la conscience de soi. Et peu importe comment le monde essaie de reléguer Haïti aux marges de l'histoire, nous savons que c'est de là que continue de germer le prophétie, car les derniers seront les premiers. La résistance noire, la négritude dans sa pureté originelle, est indissociablement liée à la flamme que Toussaint a allumée. Chaque fois qu'un jeune homme noir occupe un poste de professeur à l'université, chaque fois qu'une femme noire s'affirme avec dignité, chaque fois qu'un homme noir résiste à l'oppression, chaque fois que son histoire est rappelée, la racine de Toussaint donne de nouvelles pousses, car il fait partie de notre héritage spirituel. Il vit en nous. Et c'est pourquoi il est si important de repenser son histoire non pas comme un sujet d'intérêt académique, mais comme un miroir, comme une boussole, comme un appel à s'unir à ses ancêtres.
quand ils reconnaissent que Dieu qui les a créés ne les a pas destinés à l'esclavage, mais à la grandeur. Et ici, il convient de réfléchir. Combien d'autres héros ont été oubliés pour leur audace d'être libres? Combien de noms ont été effacés des manuels d'histoire pour avoir porté en eux l'étincelle divine de la résistance? Combien de vies noires ont été prises pour avoir incarné une vérité que le système ne pouvait accepter? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Mais elle doit être posée. Elle doit résonner dans le cœur des gens. Elle doit provoquer l'inquiétude. Car tant que nous ne connaîtrons pas les noms de nos héros, nous continuerons à glorifier leurs bourreaux. Mais cela doit changer, et cela est déjà en train de changer, et chacun de nous fait partie de ce processus. En évoquant Toussaint Louverture, nous rappelons non seulement son nom, mais aussi une pléiade de héros de la lutte pour la liberté. Zumbi, Dandara, Malcolm X, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Marielle Franco et de nombreuses autres personnalités marquantes. Mais en même temps, notre mémoire ressuscite également ces héros anonymes dont l'histoire n'a pas retenu les noms. Ceux qui ont mené leur combat en silence, qui ont résisté par un simple regard, une prière, la fuite, la création, par leur seule existence. Car la résistance, ce n'est pas seulement des batailles retentissantes, c'est un choix quotidien et conscient. Ne pas abandonner, ne pas se soumettre aux circonstances. Si Toussaint Louverture était parmi nous aujourd'hui, que dirait-il? Il ne prononcerait peut-être pas beaucoup de mots. Il regarderait probablement chacun dans les yeux et dirait un seul mot: continuez. Car la lutte pour la liberté et la dignité humaine est encore loin d'être terminée. L'esclavage a peut-être changé de forme, mais il n'a pas disparu. Aujourd'hui, il se manifeste par le racisme structurel, la brutalité policière, le système d'incarcération de masse, l'absence d'égalité d'accès aux opportunités, l'isolement social et les tentatives constantes de nous convaincre de notre infériorité. Mais nous connaissons la vérité, nous nous souvenons de nos racines, nous savons qui nous soutient dans ce combat. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui accorde la liberté, élève les humbles et renverse les orgueilleux. Et c'est pourquoi l'héritage de Toussaint Louverture continue de vivre chaque fois que quelqu'un trouve la force de refuser de s'incliner devant l'injustice. Cette histoire n'est pas une simple narration factuelle. C'est un acte de reconnexion avec nos racines, une immersion profonde dans notre identité, un appel à la responsabilité personnelle. Maintenant que vous connaissez le nom de Toussaint Louverture, vous ne pourrez plus prétendre n'en avoir jamais entendu parler. Vous portez désormais ce nom avec vous, et la manière dont vous utiliserez cette connaissance sera la mesure de votre conscience. Si, au cours de ce récit, quelque chose a résonné en vous, si une étincelle s'est allumée en votre fort intérieur, sachez que c'est l'appel des ancêtres, l'éveil de la mémoire génétique, la voix de ceux qui disent « Quot a tov tuvit ». De telles histoires ne sont pas de simples mots, ce sont des semences d'où peuvent naître de puissants arbres de conscience, de justice et de vérité. Si cette histoire a trouvé un écho dans votre cœur, c'est qu'elle a atteint son but. Peu de personnes ont le courage de regarder la vérité en face. La connaissance donne la liberté et la mémoire devient une arme de résistance.